Bonjour Sophie, bonjour à tous, merci d'être présents sur ce webinaire de ce jour qui va être sur comment émettre des réserves efficaces sur les accidents de travail. Et du coup, cette présentation sera faite avec l'aide donc du coup de la société Medicat Partner et du coup de moi-même, Karine Dumas. Du coup, cela fait plus de 19 ans que je travaille dans la société. Et Sophie, je vais vous laisser vous présenter. Merci beaucoup, Karine. Bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Trévet, cabinet ALD Avocat pour Anne-Laure Denise, cabinet donc Anne-Laure Denise Avocat. Pour ma part, donc, je côtoie les entreprises depuis une vingtaine d'années sur la question de la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles. J'ai travaillé en entreprise où j'ai monté un service juridique spécifique sur ce sujet pendant une dizaine d'années et j'ai repris la robe il y a quelques années pour venir accompagner les entreprises. Merci Sophie. Donc, je vais vous présenter rapidement la société Medicat Partner. C'est 35 ans d'ancienneté dans le contrôle médical et l'expertise, 4 personnes qui y sont dédiées et on fait partie des leaders sur le marché. Nous avons plus de 3500 médecins inscrits dans notre base, médecins contrôleurs ou experts partout en France. On gère environ plus de 1000 expertises par an, que ce soit pour les assureurs ou pour les employeurs. Et c'est plus de 8000 contrôles médicaux par an. Et on a un retour de 95% de satisfaction de clientèle. Donc voilà, qu'est-ce que Medicat Partner, c'est maîtriser votre absentéisme. C'est un organisme de contrôle et de conseil en matière d'absentéisme. Donc on fait du contrôle, de l'expertise, mais aussi de la vaccination et notamment là, on est en plein dedans la vaccination anti-grippe dans les entreprises pour vous permettre de réduire votre absentéisme. Donc voilà, Sophie, c'est à vous. Donc, pour présenter le cabinet ALD Avocat, donc on est 7 avocats pluridisciplinaires, spécifiquement au service des entreprises, avec de nombreux domaines de compétences. On plaide conseil sur toute la France. Spécifiquement sur le contentieux sécurité sociale, on travaille avec des partenaires spécifiques, qui sont experts en tarification AT-MP et qui aident les entreprises au quotidien, et avec l'aide également de médecins conseils. Sans, on aurait beaucoup de mal à travailler sur ce contentieux avec une connotation médicale très importante. On est sur un contentieux de masse, donc il y a énormément de dossiers chaque année avec de nombreuses décisions favorables. Le but étant de générer énormément d'économies pour nos clients, puisque le but c'est que vous ayez bénéficié de remboursement de cotisations URSSAF. Donc là, on a estimé, par rapport aux dernières calculs qu'on a fait, qu'on était à plus de 5 millions d'euros d'économies sur la dernière année en cours au bénéfice de nos clients. Je vais vous présenter donc sur nos différentes prestations, spécifiquement sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, on a la part classique, quand on connaît ce milieu des AT-MP, sur le contentieux, donc l'intégralité du contentieux sur l'inopposabilité, les taux d'IPP, les arrêts de travail et la question de la tarification sur le calcul des cotisations. Mais on aide également au quotidien les entreprises sur les déclarations d'accident du travail, les émissions de réserve, c'est notre grand sujet du jour, toute l'instruction pour obtenir des refus de prise en charge. Et dernier point, spécificité que peu de cabinets d'avocats ont, on aide, et c'est pour ça qu'on travaille avec Medicat Partner, on aide à la réduction de l'absentéisme, ce qui fait qu'on aide au quotidien les entreprises pour que leurs salariés reviennent avant que le coût sur le taux AT soit trop fort. Ça, c'est notre particularité. Sujet, allons-y dans le vif du sujet, puisque aujourd'hui, on va vous parler des réserves. On a décidé de parler des réserves parce qu'en fait, avec Medicat Partner, on s'est rendu compte que certaines entreprises voulaient faire des réserves, qu'il y avait vraiment, on sentait qu'il y avait vraiment une grande importance sur le sujet, mais que la maîtrise sur quelque chose aussi technique, sur une petite partie du sujet que les entreprises gèrent au quotidien au niveau RH ou autre, eh bien, ça avait besoin qu'on vous donne quelques pistes et surtout une vision pratique du sujet pour que vous puissiez
vous lancer et faire des réserves qui puissent être considérées comme recevables et intéresser la CPM. Parce que des fois, ça les intéresse pas du tout ce que vous leur dites. Et le but, c'est de vous dire, vous donner les clés de réserve motivées et efficaces. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'expression des doutes. Vous savez qu'il y a eu un accident dans votre entreprise et vous ne savez pas, vous dites, il y a quelque chose qui me choque, quelque chose qui me tique, ce n'est pas vraiment un accident du travail, eh bien, les réserves vont vous permettre de forcer la caisse à se dire, il y a quelque chose et donc à creuser. Préalable, quand vous avez un accident et que vous dites, c'est pas un accident du travail, ne vous dites pas que vous avez la possibilité de ne pas déclarer. Malheureusement, le prérequis, et ça, c'est pas dans la slide, mais n'hésitez pas à prendre des notes, il faut toujours déclarer. Par expérience, quand on tente de ne pas déclarer, eh bien, il y a toujours un problème. Un retour de bâton, il faut absolument déclarer. Et la seule et unique manière qui est prévue par le texte, par la jurisprudence, pour dire à la caisse primaire, je ne suis pas d'accord, c'est les réserves. Et vous n'avez que ce biais-là. Et si vous n'émettez pas de réserve, eh bien, la caisse primaire peut tout à fait prendre en charge, sans vérification, l'accident au titre de la législation professionnelle et la jurisprudence, la Cour de cassation, qui est très pro-caisse primaire actuellement et pas du tout très anti-employeur. Il faut protéger les caisses des URSSAF, les caisses sont vides, il faut payer les retraites. Eh bien, la jurisprudence est très en faveur de la caisse. Elle peut lui dire si l'employeur n'a pas fait de réserve, tant pis pour lui, la prise en charge est maintenue. On ne vous dit pas de faire des réserves à tous les coups, parce que ça ne marche pas. Parce qu'après, vous êtes fiché par la caisse primaire qui va considérer que toutes vos réserves ne sont pas motivées. Faites-le, et là, on va vous expliquer les moyens de quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire de manière efficace. Mais pensez que la caisse primaire ne fera pas le travail à votre place si vous n'avez pas émis de réserve et avec la caisse primaire prendre en charge, c'est bien dommage puisque ça va être beaucoup plus compliqué d'engager un contentieux derrière. C'est possible, mais c'est plus difficile. Donc, quand vous avez un doute, il faut passer par ce système des réserves et de déclarer. Alors c'est restrictif, malheureusement, sinon ce serait beaucoup moins drôle. Pour les réserves, il y a 2 motifs prévus par la jurisprudence et rien d'autre. Le premier, c'est l'accident n'a pas eu lieu, je vous schématise. Donc, il y a la possibilité donc de faire des réserves sur les circonstances de temps et de lieu. Parce que vous pouvez cumuler, il ne faut surtout pas se le limiter dans l'action, de prouver la cause totalement étrangère au travail, c'est-à-dire en français dans le texte, que la lésion n'a rien à voir avec le travail. Et vous n'avez que ces 2 cas-là. Alors, rassurez-vous, on va tout vous expliquer juste après. Mais ce qui est important, donc, il faut absolument, dès que vous avez des doutes, faire des réserves et vous n'avez pas le besoin de tout dérouler et de trouver la solution. C'est la caisse primaire, à ce stade-là, en fait, vous avez l'obligation de faire cette action, d'ouvrir la boîte de Pandore, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir trouvé la solution et la caisse, l'employeur n'a pas besoin de prouver le bien fondé de ses réserves et on a de la jurisprudence pour une fois, cette fois-ci favorable sur ce point, ce qui fait que vous n'avez que besoin d'ouvrir cette boîte de Pandore et c'est tout. Donc voilà. Sur pourquoi les réserves, donc effectivement ça va avec la slide précédente. Le seul but des réserves, c'est de provoquer l'instruction. La caisse primaire, on voit que vous avez fait des réserves. Si elle les considère suffisamment motivées, si elle ne les considère pas motivées, elle mettra votre dossier à la poubelle, prendra en charge et ce sera fini. Mais si vous faites des réserves suffisamment efficaces, la caisse ne peut plus prendre en charge, elle doit les vérifier. Et c'est ça qui est l'intérêt. Ça provoque une enquête contradictoire de la caisse primaire et de la MSA, car on fait aussi du régime agricole, et idéalement d'obtenir un refus de prise en charge. Mais vous n'êtes quand même toujours pas obligé, dès les réserves, d'avoir tout déroulé et d'avoir trouvé la solution. Ce serait bien. Surtout, il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Mais voilà. Et dans l'enquête contradictoire, et c'est ce moment-là, d'être proactif
pour trouver la solution et tendre jusqu'à ce que la caisse, car c'est toujours la même règle. Et à chaque fois qu'on parle on a fait des webinaires avec Medicat Partner, la règle, c'est pour la CPM, il faut lui tenir la main. Elle ne fera jamais les choses toute seule. Vous devez l'amener vers là où vous voulez qu'elle aille. Donc, pendant l'enquête contradictoire, eh bien, vous devez trouver les éléments et donner les informations à la caisse dans le cadre des enquêtes, enfin des questionnaires ou des auditions, pour lui dire refusez, regardez, j'ai tous les éléments. Donc ça, c'est quelques exemples, Sophie, par exemple, quand il y a un refus, alors il y a beaucoup de personnes qui nous avec le retour d'expérience, c'est-à-dire qu'un salarié, alors là on sort des vacances d'été, je vais donner un petit exemple, on lui a refusé ses congés, le jour même ou le lendemain, l'employeur, il y a un accident de travail déclaré. Du coup, c'est un peu le type d'exemple que vous devez formuler dans vos réserves, Alors ça, c'est vrai, effectivement, le refus de congé, vous vous dites vraiment, il y a un éléphant rose dans le couloir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un accident alors qu'on vient juste de refuser des congés et qu'il n'est pas content, dites-vous qu'effectivement, il y a anguille sous roche et qu'il y a quelque chose à creuser, et que là, effectivement, il faut émettre des réserves, mais vous avez un cadre très spécifique pour émettre les réserves, qui est les deux motifs qu'on va vous détailler. Et que ça, malheureusement. Donc, Karine, pour la slide. Alors, quand émettre des réserves? Du coup, vous avez donc du moment où vous recevez le salarié et qu'il y a une déclaration à faire, et comme Sophie vous l'a dit tout à l'heure, même si vous n'êtes pas d'accord, vous devez faire votre déclaration sur du coup la DAT directement sur votre compte entreprise. Vous avez 48 heures pour déclarer cet accident de travail. Vous avez aussi un délai du coup impératif de 10 jours calendaires à compter du jour de la déclaration de l'AT pour les réserves. pour émettre les réserves, pardon. Voilà. Si, admettons, vous recevez un courrier de la CPM avant ces 10 jours qui vous stipule qu'elle prend en charge l'accident de travail, elle commet une erreur de procédure. D'accord? Et si vous avez passé ce délai, et ça, on l'entend énormément, honnêtement, nous, dans le contrôle, on entend énormément de personnes, d'employeurs qui disent « Ah non, enfin, j'avais un doute et je ne l'ai pas fait. » D'émettre des réserves parce des fois on est démunis, on ne sait pas comment faire et du coup passer ce délai et toutes les réserves seront déclarées irrecevables. Là par contre après du coup vous serez obligé de faire appel à la CMRA. On est d'accord Sophie? Oui, alors moi on vous conseille vivement par la pratique de faire les réserves dès la déclaration, donc dans les 48 heures. Alors ça demande de tout arrêter et de faire l'enquête pour pouvoir faire des réserves motivées. Mais la dernière réforme vous permet de prévoir ce 10 jours supplémentaires. Néanmoins, souvent, on passe à autre chose, ce qui est logique, hein, et les informations, l'obtention des informations se dilue et vous avez moins de matière. Donc, en fait, le plus efficace, c'est de le faire tout de suite et de le faire, alors, dans les 48 heures, pas nécessairement que sur la rédaction de la déclaration, il y a d'autres techniques qu'on va vous expliquer après, mais de le faire au plus vite, de rien lâcher le temps d'avoir les informations, et s'il y a besoin d'utiliser ce délai de 10 jours, mais de se dire, voilà, il faut faire des réserves. Est-ce qu'il faut faire des réserves? Non, ok, on déclare. Oui, allons-y, on fait l'enquête pour pouvoir rédiger. Faites-le tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et effectivement, si la caisse fait une erreur de procédure sur ce délai de 10 jours, ce qu'elle fait pas beaucoup, ce qui est malheureusement, là, on lance du contentieux immédiat, c'est l'inopposabilité. Et donc, vous ne payez pas les cotisations sur salarié. Si la personne, du fait de son accident, va être arrêtée pendant 200 jours, donc un équivalent d'une imputation pour vous de 25 à 30 000 euros, donc c'est assez conséquent, eh bien, c'est zéro. Parce que rien qu'à cause de cette erreur. Donc, effectivement, il faut faire très attention. Mais à l'inverse, il ne faut pas rater ce délai parce qu'après, c'est trop tard et la caisse va considérer que vous saisissez en contentieux et pas que vous avez émis des réserves. Donc, il faut vraiment faire très attention. Ça va dans les deux sens.
Donc, Sophie, c'est vraiment un délai impératif. je vais rebondir là parce que je pense que les questions qu'on peut, enfin que les employeurs vont se poser quand on arrive à ce stade-là, c'est de savoir comment ils payent le salarié. Euh, C'est-à-dire que au niveau de sa fiche de paye, est-ce que le salarié va être impacté si, admettons, la CPAM commet cette erreur? Est-ce que du coup, il va percevoir 100% de son salaire puisque c'est un accident de travail? Ou alors, est-ce qu'il va, et l'employeur est obligé, enfin, repart comme si c'était un arrêt maladie? Ah oui, au niveau de la Oui, des choses. dérogation, des maintiens de salaire, des droits à. Mais parce qu'effectivement, vous avez deux impacts quand l'accident du travail est hypothétiquement pris en charge. La question pays, avec Ouais. les congés payés, là, vous savez, là. Ça, c'est un autre sujet. Et les cotisations URSSAF. Donc, c'est double effet désagréable que l'employeur prend de plein fouet, surtout s'il s'il y a ce complément de salaire, la subrogation et le besoin de remplacer le salarié et donc tous les frais supplémentaires impactés. Donc effectivement, c'est mieux d'obtenir un refus de prise en charge, faire que le salarié, puisqu'il sera indemnisé en maladie, donc c'est beaucoup moins favorable, va revenir plus vite. Et donc vous n'aurez pas aussi les cotisations URSSAF à payer. C'est sûr que c'est nettement mieux, il n'y a aucun doute. Au niveau financier pour l'entreprise, mais on est alors nous au-delà des droits du salarié, puisque si l'accident est vrai et qu'il a eu Oui. lieu et qu'il n'y a pas de doute, on ne peut rien empêcher, les réserves n'empêchent pas la prise en charge et le bénéfice des droits qui doit être acquis pour le salarié. On est là vraiment que pour vous donner des outils dans le cas où il y a de réels doutes sur l'accident et sur sa survenance dans le cadre de son activité professionnelle. Très bien. On passe au suivant. Donc, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment émettre des réserves? Donc, sur votre déclaration d'accident de travail avec l'utilisation de l'encart, éventuellement réserve motivée. Donc, sur votre DAT, du coup, vous avez un encart, alors par contre, qui est limité. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de joindre, vous pouvez joindre des pièces à ce document. Vous pouvez aussi le faire par lettre recommandée, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça reste exceptionnel, on est d'accord. Et donc, du coup, sur votre compte entreprise, effectivement, dans le délai de 10 jours, vous pouvez y revenir dessus, le compléter, le modifier. Et c'est ce que je vous disais, il est toujours préférable de rajouter un courrier avec toutes les pièces que vous avez en votre possession, c'est-à-dire des attestations sur l'honneur, le certificat médical si vous en avez. Voilà, tout ça, il faut absolument le rajouter pour que la CPAM ait tous les éléments de prise en charge. Il vaut mieux en mettre trop que pas assez, mais surtout aussi garder bien des doubles. Parce que il faut avoir tout un dossier complet, que ça soit papier ou informatique. Parce que tout peut se perdre. Voilà, donc c'est C'est un vrai. conseil. C'est un En fait, on n'a conseil. pas encore assez de recul sur le compte d'entreprise pour savoir si les pièces jointes avec le PDF sans espace et sans tiret sur la dénomination de la pièce jointe, savoir s'ils le reçoivent et comme si éventuellement la caisse conteste la réception du courrier de réserve, comment en justifier. Donc ça, c'est vrai que c'est pas encore très très simple, même si c'est beaucoup plus facile que d'envoyer un recommandé avec AR où on ne sait pas du tout si le courrier va rejoindre la déclaration. Et là, sur l'encart, la place est très petite. Oui. Et les caisses jouent, dès lors qu'on utilise cet encart et que l'encart se joue en disant les réserves n'étaient pas suffisamment motivées, c'était pas très clair, c'est pas très précis. C'est vrai que dans ces cas-là, il vaut mieux joindre un courrier. Après, c'est pas simple, hein, mais on va vous raconter comment faire pour faire un seul courrier. Par expérience, j'ai fait ça longtemps, notamment en entreprise, où je joignais donc des justificatifs, hein, et notamment les attestations sur l'honneur dont on vous en parlera après, font tout de suite leur effet au niveau de la CPM qui fait ah dis donc il y a un dossier et d'un coup ils regardent pas du tout les réserves de la même manière et vous tendez davantage sur le refus de prise en charge qui est l'intérêt puisque le fait de faire des réserves et donc de dire l'accident n'a pas eu lieu ou l'accident est faux, c'est d'obtenir un refus, hein, pas de c'est le but ultime. La caisse primaire, tout d'un coup, ça va l'intéresser, ça va la réveiller.
dans l'analyse du dossier. Donc, c'est vraiment bien de faire un courrier et pas de se contenter de l'encart des réserves. Néanmoins, sur la déclaration d'action du travail, n'hésitez pas à mettre que les réserves suivent, qu'il y a un courrier de réserve qui est joint, parce que la caisse avait l'habitude, alors peut-être moins avec le fait que ce soit dématérialisé, de séparer tout, de perdre les courriers de réserve et après, sauf que si vous le marquez sur la déclaration, et bien tout d'un coup, elle était beaucoup plus bloquée de dire que vous n'aviez pas émis de réserve par courrier joint. C'était beaucoup plus difficile, mais il fallait garder la preuve aussi du recommandé AKR. Et là, vous aurez dans ces cas-là la preuve sur le compte entreprise en ayant fait des copies écran. On ajuste à force au fur et à mesure d'utilisation de cet outil sur les modalités de preuve. Mais n'hésitez pas à garder les preuves de tout ce que de ce que vous voyez à la caisse primaire pour vous protéger. Donc, j'espère que ces premières informations, avant d'entrer dans le très très vif du sujet, on va assez vite parce que là on va rentrer vraiment dans le dur, vous ont pu vous mettre le pied à l'étrier sur la question des réserves. Là, on va parler du contenu de la motivation. Qu'est-ce qu'il faut dire pour que les réserves soient motivées et qu'est-ce qu'il faut rechercher? Là, on va vous parler donc des deux cas, les circonstances de temps, lieu de travail, de lieu de l'accident et la cause totalement étrangère. Et après, on vous donnera 3 cas pratiques aussi sur les cas que vous rencontrez le plus pour vraiment vous donner des outils précis. Le premier cas que vous rencontrez le plus souvent, c'est celui-là, le fait des circonstances de temps et de lieu de l'accident. C'est barbare, hein. Ça veut dire que l'accident, on n'a aucune preuve, aucun élément objectif disant que l'accident a bien eu lieu au temps et au lieu de travail, à l'heure et dans les circonstances déclarées, et que vous dites, voilà, le salarié arrive et disant, j'ai eu ça, sauf qu'en fait, vous n'avez aucun élément complémentaire, supplémentaire, qui vienne corroborer ce qu'il vous raconte. Et ça, c'est la majorité des cas, et c'est ce qui est la majorité des réserves également. Donc, n'hésitez pas à bien tendre l'oreille sur mes explications sur ce point. Le premier cas, donc, c'était le fait que le salarié était en congé ou mis à pied. On vous dit, c'est facile, puisqu'il n'était pas au temps à lieu du travail, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, sachez que c'est loin d'être si simple et qu'il faut quand même mettre des réserves dans le cas où le salarié n'était pas là parce qu'il était censé être ailleurs. Ça, c'est un petit point de détail, je l'ai mis parce que c'est loin d'être si simple, en vrai, notamment sur les malaises, les états dépressifs, où là, même si le salarié n'était pas là, la caisse primaire peut considérer que c'était bien un accident du travail, dans la mesure où il y a un lien avec une activité. Mais il faut le dire à la caisse primaire, que la salarié n'était pas à son poste de travail. Mais le cas réel, c'est donc le salarié qui vient le lundi matin vous dire « J'ai eu un accident vendredi à 16 heures. » On fait en disant qu'il fait 9-18. Allez, on va faire croire que c'est un salarié horaire classique de bureau, ce qui n'est pas le plus grand de nos cas. Il arrive donc à 9h, 10h, j'ai eu un accident le vendredi, je suis tombée dans les escaliers où j'ai porté un bac qui était très lourd et j'ai un accident, il faut déclarer. Et là, on dit, et pourquoi vous ne nous avez pas informé vendredi vous travaillez avec des collègues et vous êtes allé voir le médecin quand? Ah, justement, là, j'y vais, je voudrais la feuille de soins. Bien sûr. Et là, elle me dit, oui, mais bon, nous, on était tous là vendredi. Samedi, on a aussi des équipes qui travaillent. Vous avez votre responsable qui est là. Pourquoi vous n'avez rien dit? Ah, mais je vous assure, j'ai eu mal au dos. Allez, prenons un cas encore plus sympa. J'ai eu mal au dos en portant un bac vendredi à 16h. Et là, vous êtes bien embêté. Parce que, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et où est-ce qu'il n'a pas fait ça la veille, le dimanche, en faisant autre chose il n'arrive jamais, jamais. Donc, soit votre salarié est hyper sérieux et vous le croyez et vous avez vérifié et que le collègue d'à côté dit « Ah oui, il a porté un bac, il a fait tomber, il a fait aïe, il a eu très très mal au dos et parce que c'est un dur à cuire, eh bien, il a souffert en silence, il a fini sa journée et effectivement, il m'a dit « J'ai trop mal, je vais voir le médecin demain ou lundi. » Enfin,
Et là, vous avez de ça tout à fait la possibilité de le croire et vous pouvez déclarer. Ou vous dites, dis donc, j'enquête. Hein, et personne, vous allez voir son responsable hiérarchique et il va vous dire, maintenant, pas du tout, il m'a rien dit vendredi, je l'ai vu, il m'a dit bon week-end, il a fait la bise à Marilyn et il a repris sa voiture. Et vous allez parler à son collègue direct qui fait mais non, pas du tout, il a porté des bacs ou il n'a pas du tout porté de bac vendredi, il a fait telle autre activité qui n'a rien à voir et pas du tout, il m'a pas du tout dit qu'il avait mal au dos. Et là, je pense que vous avez pu voir, tout dépend de l'enquête et ce que vous allez pouvoir avoir comme information. Mais les critères, je pense que vous avez pu les ressortir de mon petit cas pratique, c'est il n'y a pas de fait accidentel. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas avérer qu'il y a eu un fait accidentel sur le fait qu'il a porté un bac et qu'il s'est fait mal au dos, ou il ne portait pas du tout de bac ce jour-là parce qu'il a fait absolument autre chose et donc en fait, il ne vous raconte n'importe quoi, qu'il a continué à travailler, qu'il n'a informé personne alors qu'il travaille en équipe, qu'il a un responsable sur place, ce qui est la grande majorité de nos cas. Les gens qui travaillent seuls parce qu'ils font des livraisons, de la et bien évidemment, ça rend les choses plus difficiles pour faire des réserves. Et qu'il vous dit, le lundi, oui, mais vendredi, j'ai soulevé pareil mon bac parce que j'ai téléchargé, chargé quelque chose dans le camion. C'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile pour faire des réserves motivées sur le fait qu'il n'avait informé personne parce qu'il travaille tout seul. Mais le fait qu'il savait qu'il devait informer son responsable hiérarchique immédiatement, que pendant ce temps, il y a eu le week-end, ce qui nous arrive quand même très, très souvent, où c'est le mardi, il vous prévient le jeudi ou le vendredi, ça arrive tout le temps, ça. Donc, soit c'est vraiment un gars ou femme, hein, ça marche aussi, qui est très, très sérieux, très impliqué, c'est dur à la douleur, et en ces cas-là, déclaré. Mais tout le reste, dites-vous qu'il y a quelque chose et que le fait qu'il n'ait informé personne. J'ai pas mis l'absence de témoin en gras et qui travaille seul parce que les caisses primaires détestent ce seul motif de réserve. Il faut qu'il y ait combinaison de tous les autres motifs. Le fait accidentel non corroboré, qu'il n'a pas informé son responsable le jour même alors qu'il travaille juste à côté, qu'il n'a pas été voir son médecin dans la foulée. Évidemment, s'il vous prévient 2 jours plus tard, mais qu'il est à l'hôpital le soir même, bien la question ne se pose pas. Hein. C'est qu'il y a bien eu quelque chose. Mais l'absence de témoin en tant que tel, tout seul, les caisses primaires détestent ça. La jurisprudence nous est favorable comme réserve motivée, mais vous êtes fiché par la caisse primaire après, qui va regarder vos réserves, les prochaines réserves, avec pas le même œil. Donc, n'y allez pas que sur ça. Allez-y si il n'a pas informé son responsable hiérarchique, qu'il travaille en équipe et qu'il n'y a pas eu de témoin. Et là, effectivement, vous dites qu'il y a eu il y a quelque chose qui ne va pas. Le mieux, c'est qu'en plus, quand le certificat médical initial, donc la constatation médicale de la lésion, est tardif. Donc, plus c'est tard, mieux on se porte. Hein. C'est-à-dire que l'accident du vendredi avec un certificat du lundi, c'est bien. Parce que les jurisprudences, par contre, quand le certificat est du lendemain et qu'il a informé même le lendemain ou le jour même l'employeur, considère que ce ne sont pas des réserves hyper génialissimement motivées. Mais évidemment, si vous doutez qu'il a une entorse et qu'il ne pouvait plus marcher, mais qu'il a mis 4 jours pour avoir le médecin, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas logique. Donc pareil, ça aussi, c'est un motif de réserve sur cette notion de circonstance de temps à lieu de travail combinée avec le reste. Vraiment, c'est important de combiner, mais ça, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Donc, ces critères l'accident du vendredi connu le lundi, sans information par les collègues, avec un certificat médical qui n'est pas immédiat et qui n'est pas logique par rapport à la lésion. Et ça, si vous expliquez, donc en fait, vous pouvez même faire sur un courrier avec des tirets, sur le fait que le fait accidentel n'est pas logique, qu'il n'a pas informé son responsable alors qu'il est dans le bureau d'à côté, qu'il n'y a pas de témoin alors qu'il travaille en équipe et qu'il y a monsieur, et vous en justifiez avec des attestations sur l'honneur disant que le collègue d'à côté, il était là, mais il n'a rien vu, mais qu'il l'écrit, hein, il faut l'écrire. J'ai travaillé avec monsieur X, il n'a pas du tout porté de bac et il s'est pas du tout fait mal au dos. C'est bien, bien plus efficace. Et cette activité, donc, vous pouvez faire par même peut-être des tirets dans votre courrier, dès lors que vous justifiez de ce que vous racontez. Tout à l'heure, Sophie, dans l'exemple que vous avez donné, justement, est-ce que du coup, l'employeur, s'il y a un chef d'équipe,
est-ce qu'il faut apporter une attestation sur l'honneur du chef d'équipe? C'est le mieux. Alors, évidemment, la notion de responsable hiérarchique fait souvent un très mauvais effet vis-à-vis de la CPM, c'est de dire, bah, de D'accord. toute façon, c'est le direct. Enfin, mais si vous avez rien d'autre, faites-le. Moi, je le fais avec mes clients et ça marche. C'est très efficace. Le mieux, c'est les collègues directs qui peuvent dire que pas du tout, il n'est pas du tout plein de douleur, qu'il a fini sa journée normalement et qu'il n'y avait rien. Et ça marche très, très bien. C'est vraiment la clé, ces attestations sonores, la justification de ce que vous racontez. Le dire, c'est bien, mais la case primaire va interroger le salarié. Souvent, on croit davantage le salarié que l'employeur. S'ils interrogent les témoins, bah, c'est le témoin désigné par le salarié. Donc, vous ne savez pas du tout trop vraiment ce que ça peut donner et on a de mauvaises surprises des fois. C'est mieux que ce soit vos propres témoignages. Vous commencez par ça. Donc, la caisse, elle va être tenue par ces témoignages. Et les salariés, bah, en fait, vous ne leur faites pas mentir, hein. Ils doivent dire c'est la vérité. On ne fait pas de fausses attestations sur l'honneur, on est d'accord. On vous dit pas ça, certainement pas. Mais vous devez, enfin, c'est très très efficace. Les vraies attestations sur l'honneur, c'est très efficace. Donc les documents, donc c'est des attestations sur l'honneur manuscrites. Vous avez des modèles sur Internet. Alors maintenant c'est des attestations témoins, mais ça fait tout à fait l'affaire. Copie recto verso de la pièce d'identité et manuscrit, pas sur informatique. Hein. Ça n'a pas de valeur. Donc, vous l'imprimez et le salarié, la personne écrit son témoignage à la main et il dit ce que lui veut dire sans être influencé par ailleurs. Est-ce que du coup, les attestations sur l'honneur, Sophie, il vaut mieux les transmettre de suite ou attendre le retour de la CPM? Il faut le faire tout de suite, dès les réserves. En fait, quand vous expliquez ce qui s'est passé, enfin, est-ce que vous ne comprenez pas, le fait qu'il n'a pas informé qu'il allait bien, qu'il est parti sans rien dire, qu'il a pris sa voiture alors qu'il avait dit qu'il avait une entorse à la cheville. Ça paraît pas simple, hein. Eh bien, il faut que l'attestation soit, c'est-à-dire que vous faites dans le courrier et vous mettez 6 juin l'attestation de monsieur Y qui dit que. Et Donc, il du faut. coup, l'enquête, du moment, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que du moment où il y a un accident de travail, on arrête tout, on fait une enquête en interne et on fait tout de suite. Tout à fait. C'est la clé. Il faut s'arrêter de faire autre chose et ne faire que ça. Et vous dites, alors au début, ça rechigne, hein, mais je vous assure, c'est hyper efficace. Moi, mes clientes font ça et on a de très bons retours de refus de prise en charge. Ça marche très bien. Dès lors qu'on sait que c'était l'accident, il y avait quelque chose à faire. Hein. Et ça marche très bien et ça, bah, voilà, au moins c'est juste. C'est-à-dire que l'accident ne devait pas être pris en charge, il ne l'a pas été. C'est correct vis-à-vis de l'employeur et c'est correct vis-à-vis du salarié qui ne justifie pas d'un accident autant lieu du travail. Très bien. Juste, il y a plein de petites questions qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, on vous répondra après. On répondra à toutes les questions par la suite. Ne vous faites pas de soucis. Allez, on passe à la suite. Du coup, Alors, allez-y, Sophie. non, mais savoir si vous vouliez vous Non, lancer pas de soucis. Allez-y. sur les réserves, hein, c'est ma vie. Oui. C'est ma vie de tous les jours. Donc on avait l'absence de fait accidentel, ce qui est la terminologie qu'on utilise, et là c'est la cause totalement étrangère, c'est la lésion, comme moi je dis, ça s'appelle la lésion n'a rien à voir avec la choucroute, n'a rien à voir avec le travail. Et ça, c'est souvent, les deux se combinent. C'est-à-dire, comme je vous disais, l'entorse, alors que là, du lundi pour un accident du vendredi, alors que la personne a repris la voiture et on sait très bien qu'il a fait du foot au week-end, c'est combiné. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fait accidentel et on a une lésion qui n'a rien à voir avec le travail. Donc, mais sauf que ça, c'est le plus difficile à prouver, puisque vous devez prouver que la lésion, et il faut donc savoir ce que c'est que la lésion, c'est ça la clé, n'a pas été causée par le fait accidentel qu'il vous invoque. N'a pas été, parce qu'on va vous dire, bah voilà, j'ai mal au dos parce que j'ai porté un bac. Bah ok, t'as mal au dos, tu as porté un bac. Il y a une corrélation et la caisse primaire ne manque pas de nous le dire. Mais sa chose sera différente sur savoir s'il a eu un labago parce qu'il a porté un bac, mais là je m'avance sur une des slides suivantes, ou est-ce qu'il a une hernie discale ou une autre pathologie qui est dégénérative et qui n'a rien à voir. Donc il faut absolument obtenir cette information de la lésion. Et ce que j'avais prévu de vous dire plus tard, mais je vais vous le dire tout de suite.
Il n'y a pas de secret médical entre l'employeur et le salarié. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas professionnel de la médecine. Ça ne concerne que les patients avec leur médecin. Vous avez le droit de demander à votre salarié ce qui lui est arrivé et quelle est la lésion. Et il a le droit de ne pas vous le dire, parce que c'est le droit à la vie privée, mais il a le droit de vous le dire. Donc, vous ne vous inquiétez pas, surtout demandez-lui ce qui lui est arrivé. Parce que j'ai eu un nombre de cas de personnes qui avaient déjà cette lésion avant, et il s'avère que la lésion ne pouvait pas être post-traumatique. Donc, nécessairement, mais si vous n'avez pas la lésion, parce que vous avez donc une douleur au dos en portant un bac, eh ben, l'accident va être pris en charge, hein, parce que la caisse primaire, elle OK, douleur au dos. Elle va regarder la lésion sur le certificat médical initial, mais comme les premiers certificats sont souvent pas du tout détaillés, il y aura marqué traumatisme au dos, et puis ce sera pris en charge. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout une lésion post-traumatique. Et là, vivement, heureusement qu'il y a Medical Partner pour faire lors des contrôles et révéler qu'il y a effectivement eu anguille sous roche, sauf que vous n'obtiendrez pas le refus de prise en charge, parce que c'est trop tard. Donc, c'est la difficulté. Et on a eu beaucoup de cas comme ça. Là, honnêtement, là, vous avez pris l'expérience, enfin l'exemple, pardon, de la douleur au dos. Moi, on a eu un cas récemment d'une personne qui avait de l'arthrose, qui, pour X raisons, et ben, effectivement, ce jour a déclaré un accident de travail, qui a été pris en charge. Par la suite, en fait, il s'est avéré, grâce aux réseaux sociaux, que cette personne était partie faire du 4x4 dans le désert. Et ben, il s'est révélé qu'en fait, la T est passée en maladie parce que du coup, grâce au contrôle et aussi parce que du coup, derrière, il faut faire à l'appel à la CNRA, que du coup, cette personne, enfin, c'était effectivement une lésion antérieure, c'était de l'arthrose et non plus pas un accident de travail. Donc, quand vous faites appel c'est à la très CMRA, important. quand vous êtes coincé, vous êtes alors la CMRA, Commission médicale de recours amiable, Oui, ça veut dire qu'il y a eu prise en charge, vous êtes coincé sur oui, l'accident mortel et vous êtes obligé que de contester les arrêts de travail. Et là, effectivement, la commission, donc c'est des médecins, vont se dire, dis donc, l'arthrose, c'est quoi le rapport? Mais le but, c'est d'obtenir ce refus de prise en charge, puisque l'arthrose n'a effectivement aucun rapport. Et alors, vous avez un autre contentieux qui est devant la commission de recours amiable, où là, c'est du pur droit. La commission médicale, c'est du médical. Mais c'est dommage parce que la caisse primaire, elle n'a fait aucun effort, comme souvent, pardon si la caisse primaire nous écoute, parce que, alors que arthrose, mais on a des situations où effectivement l'arthrose va être aggravée par un fait accidentel, genre porter 50 kilos tout seul. Mais si la personne marchait dans les escaliers, j'ai déjà vu le cas, je vous assure, j'ai vu un nombre de cas incroyable, eh bien, on ne peut pas aggraver de l'arthrose en marchant. Ce n'est pas possible. Eh bien, la caisse, pour autant, n'a rien vérifié. Ils ont pris en charge parce qu'il n'y avait pas eu de réserve de l'employeur. Et en contentieux, effectivement, on peut se battre, mais c'est dommage, vous auriez pu obtenir un refus de prise en charge. Donc, effectivement, il y a cette notion de non-aggravation, dont je vais vous détailler plus tard. Sur la cause totalement étrangère, c'est assez barbare. Mais si vous avez la lésion, et c'est vraiment la clé, l'obtention des informations, les réserves, c'est de l'enquête, c'est du Sherlock Holmes pour les nuls. J'adore dire cette expression, mais c'est tout à fait ça. Il faut que vous sachiez, avant de déclarer, si vous êtes d'accord ou pas pour payer. Et pour se payer salarié à 100%. Et pour payer les cotisations URSSAF. En AT-MP, ça coûte très très cher. Ça, je pense que vous le savez tout seul, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et vous donc devez absolument savoir quelle est la lésion pour savoir si vous êtes d'accord pour qu'il y ait reconnaissance ou pas. Ça, c'est vraiment... Par rapport aux exemples du coup qu'on a pris tout à l'heure, vous preniez donc effectivement la douleur au dos, on va rester dessus. Si admettons une personne se plaignait du dos quelques jours avant et puis elle déclare l'accident, effectivement, est-ce que les attestations des collègues suffisent pour la CPM ou pas? Il faut que les attestations serviront pour le fait de savoir s'il a eu mal ou pas. Et si la personne, les collègues disent il a dit aïe, ça va être plus compliqué. Donc ça va être sur la notion de réalité du fait accidentel, de survenu. Par contre, ça n'empêche pas que la lésion, même s'il a dit aïe, il a eu mal, soit, savoir si on est sur une manifestation d'un état antérieur, donc un problème type arthrose, qui n'a pas été aggravé. Donc en fait, c'est un aléa. Ça arrive d'avoir mal. C'est comme j'ai déjà eu un cas de bronchite déclaré un accident du travail.
Mais en fait, la personne, elle a éternué au travail, mais elle était malade, mais c'est pas pour autant que c'est lié au travail. Donc, la frontière qui est pas simple sur les cas de dos, des trucs comme ça. Cette frontière sur est-ce qu'il y a bien un événement au travail qui a aggravé l'état antérieur ou est-ce que pas du tout rien du rien du rien et ce qui n'est que la manifestation de l'arthrose qui fait qu'il a mal au dos et que ça. Donc ça, c'est pas simple. C'est le motif de réserve le plus difficile, mais que vous rencontrerez nécessairement puisqu'il va de pair avec l'autre motif. Et il faut creuser. Après, on est là pour ça, pour vous aider, pour savoir si vous pouvez jouer ou pas en fonction de la lésion. Et après, on devient médecin, médecin assistant. Je vais vous faire donc rapidement les motifs qui ne sont pas recevables, parce qu'on en rencontre régulièrement et que ça ne sert à rien de vous faire du mal. Ne le faites pas, parce que les caisses primaires, ça les énerve. Considère vos réserves irrecevables et prennent en charge beaucoup plus vite. Donc, surtout pas. Le fait que la personne était en avance, si la personne elle est en avance ou finit plus tard, dès lors qu'elle est sur le lieu du travail, c'est ça le concept c'est le principe qui prédomine, et qu'elle était sur le lien de subordination, est encore sur la subordination de votre entreprise, c'est un accident du travail. Il avait qu'à être parti. C'est le problème. Donc, avant, après, dès lors qu'il travaillait encore ou qu'il était dans le cadre encore du travail, évidemment, s'il nettoyait, parce qu'on a de la jurisprudence, sa mobilette devant, dans la cour, et donc il n'était plus sur un lien de subordination, ça c'est un motif de réserve, mais c'est beaucoup plus difficile. Ça marche, mais vous le rencontrerez quasiment pas. Donc, ne dites pas que la personne est arrivée avant en avance ou était restée plus tard. Les horaires de travail, ça marche pas. Pareil pour les consignes de sécurité ou les consignes de travail. Ça ne fonctionne pas. Le salarié qui aurait dû porter 50 kilos avec son collègue, mais qui l'a pas fait alors qu'on lui a dit, ça ne marche pas. Il a bien porté. Le seul truc, c'est de dire qu'il n'a pas apporté et qu'il ne s'est pas fait mal. Mais sauf que pas du tout. S'il a porté une machine à laver, j'ai eu le cas, tout seul dans les escaliers, qui s'est mal au dos, eh ben, il l'a porté tout seul. Et malheureusement, même s'il devait le porter avec son collègue, eh ben, ça n'a pas eu lieu. Donc, les consignes et qu'il ne portait pas pareil les EPI, ça ne marche pas. Vous devez faire en sorte qu'il porte ses gants et tout autre. Ce n'est pas un motif de réserve puisque l'accident a eu lieu. Pareil pour les restrictions, le non-respect des restrictions. Et le tiers, quand il y a un tiers responsable, c'est très bien, au contraire, puisque vous n'êtes pas responsable et donc le but étant, ça sera peut-être un autre sujet de webinaire, de faire en sorte que le tiers assume sa responsabilité financière et plein d'autres choses, mais ce n'est pas un motif pour obtenir un refus. Vous aurez nécessairement une prise en charge. L'accident a eu lieu. C'est le seul motif des réserves. L'accident a eu lieu ou pas, n'a pas lieu. C'est tout. Donc ça, voilà. Vous dites, tant pis, hop, vous n'avez que ces motifs-là, et pas de réserve. Contester l'arrêt de travail, donc ce n'est pas un motif de réserve. Donc effectivement, contester la durée de l'accident, c'est pas un motif recevable. C'est-à-dire que si, admettons, la personne vous dit qu'elle s'est fait mal à la cheville et que vous avez 3 mois ou 6 mois d'arrêt de travail d'un coup, j'exagère un petit peu, mais du coup, et que vous dites, moi, ça me paraît un petit peu long pour la pathologie, effectivement, ce ne sont pas des réserves qui seront recevables. Et il faut, ah oui, et ça aussi, beaucoup de retours par rapport à ça. Il faut pas attendre d'avoir lancé un contrôle sur des prolongations d'arrêt cardiaque pour émettre des réserves. Souvent, les employeurs, quand ils lancent le contrôle, ils vont nous émettre à nous les réserves. Et en fait, du coup, le souci, c'est que c'est trop tard puisque vous avez dépassé le délai des 10 jours, quoi. Et que du coup, c'est pas notre médecin contrôleur du coup qui va pouvoir vous dire oui ou non, ça sera trop tard. C'est de suite qu'il faut le faire. Et donc, à l'exception, si vous avez une rechute ou une nouvelle lésion, vous pouvez effectivement émettre des réserves. Et j'ai eu le cas il y a pas très longtemps, c'était au mois d'août, une personne qui s'est fait mal, qui a repris avec une visite de travail en juillet et que la médecine du travail lui a fait reprendre son travail avec aucune
aucune observation. Et du coup, bah, en fait, il s'est remis en rechute au bout de quelques jours, voire même quelques heures en accident de travail. Ça a été refusé. La rechute a été refusée directement. Et notre médecin contrôleur a confirmé que c'était de la maladie et plus de l'accident de travail. Donc, faut pas hésiter en cas de rechute d'émettre euh, ces réserves si vous avez la possibilité ou si vous avez connaissance de nouvelles lésions. Voilà. Vous avez 10 jours également pour. Alors les rechutes, c'est moins grave parce que vous cotisez pas, mais pour les nouvelles lésions, vous cotisez et donc il faut. C'est très utile dans le cadre de contrôle, même si vous avez 10 jours, mais pourquoi pas, de pouvoir. Donc nouvelle lésion, c'est initialement la personne avait mal au genou et tout d'un coup elle a mal à la cheville ou elle a mal au dos. Et donc ça, c'est une nouvelle lésion. Si vous dites vraiment que ça n'a rien à voir avec l'accident initial, une chute ou autre, enfin, eh bien, n'hésitez pas à faire un contrôle et de faire des réserves toujours dans ce délai de 10 jours. Alors, Karine, j'ai peur parce qu'en fait, il est moins le quart. Oui, On sera ouais, on a plein de plein choses. de questions. Est-ce qu'il y a pas de Alors, risque que on soit alors, je vais vous poser une question parce qu'on va rentrer un petit peu là. J'ai une personne qui me disent que effectivement, on dit qu'il faut contester les accidents de travail, il n'y a pas de souci. Euh, mais pour autant que Sophie, vous avez dit effectivement en début de séance que il y a des risques d'être fiché par la CPAM quand on fait oui. trop de réserves. Quelle Donc, stratégie quand on fait des réserves pas recevables, des réserves, des voilà. mauvaises réserves. Oui, oui. Oui, oui, en fait, on voit les caisses primaires n'ont pas du tout la même réaction. Alors, moi, j'avais les caisses primaires au téléphone, hein, les agents enquêteurs au téléphone. Donc, quand ils voient qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on ne dit pas n'importe quoi, ça va beaucoup mieux. Des fois, enfin, alors moi, ça, j'ai pas eu le cas, mais ils peuvent être très vite agacés et faire le tri, hein. Et jouer plus ou moins le jeu en fonction de. Et du coup, quelle stratégie du coup on peut avoir par rapport comment pour pas être fiché justement et quand il y a une grosse société, il y a quand même beaucoup Alors, de faut travail. faire des réserves que quand c'est vraiment, vraiment nécessaire, parce que vous avez dans l'enquête trouvé les éléments pour faire les réserves. Donc pas à Dans chaque ces fois. cas-là, alors évidemment, je me doute hein, des fois qu'on se dit mince, je suis sûre qu'il y a quelque chose, ça me paraît un mauvais accident, il y a quelque chose qui va, mais je ne sais pas quoi. Eh bien, en fait, ça n'existe pas le topo du mince, je sais pas trop, mais peut-être. Mais non, parce qu'en fait, quand vous avez fait l'enquête, que vous avez utilisé les critères, donc là sur les fiches, qu'on vous a mis finalement les précédentes sur le temps et le travail et sur la cause seulement étrangère, de se poser des questions et de vérifier sur ces points-là et d'avoir eu les réponses, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous dire, mince, j'aurais dû faire des réserves, mais je ne sais pas trop comment. Parce que c'est les seuls critères qui existent. Et donc, par la pratique, si vous les avez, c'est super, vous avez déjà fait des réserves. S'ils ne sont pas remplis, parce que finalement, bah, le collègue dans lequel vous avez confiance dit, bah, si, c'est fait mal, et ben, la question ne se pose pas. Donc, voilà, il n'y a pas de. Mais effectivement, les caisses sont plus ou moins sympathiques avec les employeurs qui sont. Voilà, faut être vraiment efficace sur ce sujet. Euh, et donc là, on a des fiches pratiques sur 3 applications concrètes où justement, on s'est dit que c'était bien de vous détailler pour que vous ayez bah, les critères et pouvoir vous dire, voilà, ça, alors faut que je recherche ça, comment ça marche. Moi, j'ai un peu peur par rapport à Karine, c'est qu'il est déjà -10, qu'il y a Allez-y des vite. logistiques et que ça coupe pas. Non, non, allez-y. Super. Donc, on vous a trouvé 3 applications concrètes, les malaises d'essai, les problèmes dos-épaule et les chocs psychologiques, donc les cas les plus sympas. Donc, en fait, vous avez un salarié, tout d'un coup, là, le premier motif, le premier cas, malaise d'essai, qui présente un malaise en plein milieu de la journée ou qui fait un malaise cardiaque et décède en plein milieu de la journée. Ça vous arrive et c'est les cas où on est le plus démunis, puisque la personne n'a pas eu connaissance. Les pompiers arrivent et partent avec et vous n'avez aucune information et vous devez déclarer. Alors, pas un malaise, vous devez déclarer. Il n'y a pas de ah mais peut-être que c'est personnel, vous devez, c'est obligatoire déclarer. En plus, si la personne va à l'hôpital nécessairement, puis vous devez, s'il y a en plus un décès, vous avez l'inspection du travail, toutes les obligations qui vont avec, notamment avec la dernière règle, vous devez avoir informé l'inspection du travail dans un délai de 12 heures. Vous devez, il n'y a pas d'autre choix. Mais dans ces cas-là, vous devez vous prendre en main dans les 48 heures. Je conseille vivement de le faire tout de suite, de trouver quelle est la cause médicale du malaise. Le but, c'est de trouver l'origine personnelle et exclusivement personnelle du malaise
ou du décès. Je ne souhaite pas les cas de décès, mais ça arrive beaucoup trop souvent, à mon goût. Et vous devez trouver trouver si le malaise n'est pas, il y a des problèmes personnels, parce que divorce, gros stress personnel, ce que vous rencontrez plus souvent, malheureusement, c'est l'origine purement médicale, AVC, crise cardiaque. La Méline Ménière, hein, c'est les cristaux au niveau de l'oreille interne, ce qui fait que les personnes tombent régulièrement. Et ça, alors vous allez me dire, crise cardiaque, super, mais crise cardiaque, mais derrière, vous avez quelque chose derrière une crise cardiaque, parce qu'une crise cardiaque, vous pouvez toujours dire à la caisse primaire, le salarié est décédé ou a fait malaise, il a fait une crise cardiaque. Pour autant, vous n'allez pas, c'est pas un motif de réserve. C'est un motif de réserve, ça va réveiller la caisse, mais ce n'est pas un motif pour obtenir un refus de prise en charge. Vous devez prouver que la crise cardiaque est exclusivement liée à un problème de santé personnel et exclusivement personnel. Et ça, c'est le prérequis en bas à gauche. Il ne faut pas qu'il ait été aggravé par le travail. Si, par exemple, la personne a eu une crise cardiaque parce qu'il était en état de stress à cause du travail, qu'il faisait très chaud, qu'il a porté des charges, eh bien, c'est pour vous. J'ai eu un cas en pratique pour de vrai avec un agent enquêteur, salarié faisant une crise cardiaque. J'ai l'agent enquêteur au téléphone. Je lui ai dit, attendez, il a un problème de santé personnelle long sans son bras que j'avais trouvé. Et il me dit, vous avez de la chance, ce sera un refus de prise en charge. Pas parce que vous avez une longue liste de problèmes de santé personnelle, mais parce qu'il portait une planche. Et que de cette là, c'est pas lourd, donc c'est pas bien grave. Donc la crise cardiaque n'a pas été, l'état antérieur, le problème de santé personnelle, n'a pas été aggravé par ce qu'il faisait, l'activité professionnelle. Là, j'ai eu un grand moment parce que s'il portait un truc beaucoup plus lourd, eh bien, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à obtenir un refus de prise en charge, voire pas, et de devoir générer un contentieux. Mais la règle de base, il faut que vous sachiez pourquoi, ce qui s'est vraiment passé. Et c'est la même chose que je vous disais pour tout à l'heure, il n'y a pas de secret médical dans ce cas-là. C'est que le cadre de la vie privée, le salarié peut tout à fait vous raconter ce qu'il a. Vous pouvez interroger la famille si le salarié est décédé, ou interroger la famille, interroger les collègues. Vous avez le droit de connaître tous les détails privés du salarié, pas par voyeurisme, hein. C'est parce que la caisse primaire vous reprochera de ne pas lui donner les informations. Parce qu'elle n'ira pas chercher les informations, la jurisprudence lui permettant, pour les malaises, de considérer que quand il est au temps au lieu du travail, c'est un accident du travail. Jurisprudence récente, qui nous fait beaucoup, beaucoup de mal, parce que c'est une honte. Mais la caisse va dire, ah, c'était au temps, oui, mais il a fait un AVC parce qu'on lui a posé un stent il y a 3 jours. Enfin, c'est une évidence. Et la caisse va vous dire, non, non, c'est pas bien grave. C'est un accident du travail, puisque c'était au temps au lieu du travail. Vous devez donc lui apporter tous les éléments sur un plateau d'argent, avec des détails très croustillants, malheureusement, je suis désolée, mais c'est vrai, sur le fait qu'il a une pose de stent un mois plus tard, qu'il a un suivi cardiologique, qu'il devait se faire opérer, qu'il avait oublié ses médicaments, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, pour l'épilepsie. Faites gaffe, la crise d'épilepsie, notamment liée au stress, peut être tout à fait être un accident du travail. Mais l'épilepsie, la maladie en tant que telle, ne peut pas être prise en charge comme un accident du travail. Et vous voulez la meilleure, les caisses primaires ne font pas la différence. Ils font la crise, ok, ils indemnisent. Mais après, le salarié va bénéficier de la prise en charge en AT pendant des années. Parce que c'est de l'épilepsie. Et il ne faut pas la distinction. Donc, il faut absolument se battre en ayant énormément d'éléments d'ordre médical sur le salarié. J'avais mis les cas d'exemple sur la fatigue intra-week-end de fête parce que j'ai eu vraiment le cas d'une salariée qui fait un malaise et on déclare. On fait l'enquête. Et après avoir poussé un peu, parce qu'elle préférait dire qu'elle était stressée au travail, et là, on les pousse dans ses retranchements, elle fait « Ah oui, mais en fait, c'est parce que j'ai fait la fête tout le week-end. » On fait des réserves. Donc ça, tous dans les 48 heures, bien entendu, parce qu'à l'époque, le délai de 10 jours n'existait pas. Et la caisse l'auditionne, elle avoue. Refus. Si elle n'avait pas avoué qu'elle avait dit que c'était le stress au travail, l'employeur aurait payé parce que la salariée était fatiguée, parce qu'elle fait la fête en festival tout le week-end et qu'elle n'avait pas dormi depuis 2 jours. Mais si on n'avait pas eu l'information, vous connaissez la grande théorie du pas de bras, pas de chocolat, qui est une notion juridique très forte, il y aurait eu une reconnaissance en accident du travail. Et si vous l'aviez su plusieurs mois plus tard que finalement, parce qu'elle avait fait la fête,
vous en auriez voulu. Donc, il faut vraiment faire l'enquête. Ce n'est pas les cas les plus faciles et malaises, mais quand vous avez les données personnelles, mais vous avez tout à fait le droit de les demander auprès de toutes les personnes proches du salarié. Franchement, vous ne vous bloquez pas sur ça, vraiment, c'est très important. Eh bien, vous pourrez donner les éléments à la caisse qui sera obligée de faire une enquête plus approfondie, de demander l'avis du médecin conseil pour vérifier si c'est imputable, mais surtout, donner toutes les informations. C'est vraiment la clé. Autre cas pratique, les dos et les épaules. Nos cas dont on parlait tout à l'heure, qui est que, alors je suis désolée, je vous en donne plein d'informations vite et intense, mais c'est les cas, évidemment, si la personne se casse une jambe, évidemment, la lésion est post-traumatique, il n'y a pas de question à se faire. Mais les dos et les épaules, par pratique, je pense que vous avez dû le remarquer, c'est les cas où on se dit, il y a un grand éléphant rose dans le couloir. Parce que vous ne pouvez pas savoir si ce n'est pas dégénératif et que ce n'est pas un problème de santé personnelle ou quelque chose qui évolue dans le temps. Car accident du travail, il faut une lésion post-traumatique ou une aggravation d'un état antérieur qui est aggravé à date du fait accidentel. Mais si la personne en réalité est soignée pour un problème de santé personnelle et qu'il a depuis longtemps et qui n'a pas évolué du fait de l'accident, eh bien, ça ne doit pas être pris en charge. C'est de la maladie de droit commun ou de la maladie professionnelle. Vous savez, les tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Et on a un nombre de cas, alors très réguliers, où les maladies professionnelles sont prises en charge en accident du travail parce que la caisse primaire ne fait pas son travail et que l'employeur n'a pas émis de réserve. Et les dos sur les problèmes de dégénérescence des dos, et tous vos salariés ont des dégénérescences au dos. On a tous des dégénérescences au dos. Oui. Et donc, vous devez obtenir, et c'est la combinaison des autres cas, la notion de fait accidentel. Est-ce que c'est corroboré? Évidemment, si la personne, elle porte 50 kilos toute seule et qu'elle se fait mal au dos, doutez-vous que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une logique. Mais j'ai eu le cas, et c'est pour ça que je l'ai mis en exemple, d'une quelqu'un qui a déclaré une hernie discale en descendant les escaliers. Et alors, descendre les escaliers, c'est facile parce qu'elle va vous le dire. Elle va dire, ah, j'ai eu mal au dos en descendant les escaliers. Si elle s'était fait un lumbago en descendant les escaliers, ou ce lumbago en se levant, c'est possible, parce que le lumbago est post-traumatique, c'est musculaire. Mais la hernie discale, qui est une dégénérescence des disques qui vient pincer le nerf discal, ce n'est pas possible. Donc, il y a une incohérence. Donc, vous avez un fait accidentel qui n'est pas en rapport et une lésion qui ne peut pas être post-traumatique, qui ne peut pas être accidentelle. Mais ça, il faut absolument obtenir cette information. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai mal au dos, mal à l'épaule, mal du ski ou au coude », ça marche bien aussi. Il faut absolument obtenir cette lésion, vérifier si elle est post-traumatique ou pas. Donc, je vais donner des exemples. Luxation, lumbago, c'est post-traumatique. Passer à autre chose. Et il faut que ça n'a pas été aggravé. Et ça, c'est vraiment important. Parce que s'il y a une aggravation de cet état antérieur, ce problème de santé personnelle, c'est un AT. Et vous ne pouvez pas émettre de réserve. Vous pouvez mettre de réserve, mais vous n'obtiendrez pas de refus de prise en charge, par contre. Donc, il faut absolument obtenir cette information. Et pareil, faire attention au dos. Si la personne vous dit j'ai mal au dos, essayez de deviner, enfin, d'avoir des précisions bien précises. Enfin, où le dos? Le dos, c'est grand, en fait. Hein, ça va du cervical jusqu'au sacré. Donc, si la personne on vous dit, ah oui, mais il avait déjà des problèmes de dos. Oui. Mais où précisément au dos? Parce que j'ai eu un nombre de cas incalculables où la personne finalement avait des problèmes de santé personnelle au cervical, donc en haut, et la lésion était un lumbago, donc au niveau des lombaires, ça n'a rien à voir. Ça interagit, mais vous ne pouvez pas obtenir un refus de prise en charge parce que ce n'est pas la même lésion. Pareil pour l'épaule, j'ai eu le cas où finalement c'était l'épaule gauche, mais la lésion, notre accident, c'était l'épaule droite. Ouais. C'est bête, hein, mais c'est hyper précis. Donc, et pareil, il faut donner sur un plateau d'argent à la caisse primaire tous les éléments d'ordre médical. Donc là, ça sera plus médical que l'absence de fait accidentel avec le collègue ou le responsable hiérarchique qui n'a pas été avisé. Mais ça peut tout à fait se combiner. Et ça arrive souvent. Le salarié qui vous prévient le lundi qu'il a eu un accident, soi-disant le vendredi, parce qu'il a mal au dos en portant un bac, eh bien, il faut que vous vérifiez si c'est vrai sur le porter le bac. Et le douleur au dos, qu'est-ce que c'est? Parce que s'il a un lumbago en portant le bac et que son collègue est au courant, pas de réserve,
recevable, enfin, en tout cas, vous n'avez pas de refus de prise en charge. Si c'est une hernie discale et qu'il n'a pas porté le bac, j'aime bien prendre des cas les plus faciles, hein, ou qu'il a porté le bac, mais que la hernie discale n'a pas évolué et que de toute façon, il avait fait une IRM ou un scanner 2 semaines plus tôt et que clairement, c'est un état dégénératif, faites des réserves. Ou que le collègue n'était pas au courant. Vous avez vraiment plein de matières et tout se combine. Mais l'aspect médical de la lésion a une réelle importance. Il faut que vous sachiez tout de suite. Et c'est pas en attendant le certificat médical initial, parce que vous aurez la version sans les constatations médicales. Vous devez lui demander aux salariés qu'ils vous lisent le certificat. C'est la seule manière d'obtenir l'information. Et après, de lui demander s'il n'avait pas de problème de santé antérieur aussi, en espérant qu'il vous raconte. Mais souvent, vous avez connaissance du passif du salarié parce que vous les connaissez bien et que donc vous avez des impressions et quelque chose et vous avez des prémices d'informations. Et ce genre de cas, eh bien, c'est à combiner avec des contrôles AT pour justement vérifier, avec un avis d'un médecin contrôleur, que par exemple, la hernie discale n'est pas rattachable et que c'est de la maladie de droit commun, parce que lui le saura aussi. Et donc, vous aidera en complément pour obtenir un refus de prise en charge. Sophie, je vais juste. Alors, j'ai plein de questions. Alors, ne vous inquiétez pas, on prendra toutes vos questions et vous allez recevoir de toute façon le PDF par mail. Et ce qu'on fera, c'est qu'on répondra à chaque question, bien sûr en anonyme, ne vous inquiétez pas. Mais on va reprendre toutes les questions et on vous répondra dans le PDF. Comme ça, tout le monde pourra avoir accès à ces questions et à ces réponses. Comme ça, ce sera plus simple. Parce que du coup, là, ça va pas tarder de se terminer. C'est vrai, mais on peut pas prolonger. Comment? Prolonger. Non, je peux pas. Du coup, allez-y, continuez, Sophie. Alors, au cas où ça coupe, c'est dommage quand même. Oui. On vous propose une offre spécifique liée à ce webinaire. Pour ma part, c'est l'aide pour la réalisation d'une déclaration. C'est un peu important que vous sachiez, avec ou sans réserve, puisque une déclaration bien faite, c'est aussi très important pour vous éviter tout problème avec le salarié, l'inspection du travail, tout et tout, et pour vous émettre des réserves. Et donc, voilà, offre via ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, les coordonnées téléphoniques, mail, si vous avez besoin d'aide pour rédiger déclaration et motif de réserve, des réserves. Voilà. Et nous, pareil pour Medicat, n'hésitez pas. Vous nous faites savoir que vous avez participé, on vous fera une offre de 10% du coup sur l'offre. Vous aurez de toute façon aussi nos mails, donc à chacune. Donc, faut pas hésiter à nous envoyer un mail, on restera disponible pour vous répondre. Donc voilà, je voulais juste du coup intervenir sur la dernière slide. Dernière slide, on était presque sur le choc émotionnel, c'est les chocs psychologiques ou les cas où les plus on se dit mince, que s'est-il passé? Donc ça, c'est plus un lien, un problème de management et de relations RH avec le salarié en réalité, puisque c'est le cas de refus de congé, on vient de lui refuser une rupture conventionnelle, ou il y a eu un entretien qui s'est bien ou mal passé avec le salarié. La difficulté sur ces cas-là, c'est que chacun ressent les choses différemment et donc peut avoir un choc émotionnel quand d'autres n'en auront pas. Mais c'est un cas où il faut vraiment vous poser la question. Alors pareil, il faut déclarer. Hein. C'est comme les altercations entre salariés. Il faut déclarer les chocs psychologiques, les chocs émotionnels déclarés par vos salariés dans le cadre du travail. C'est l'obligation, parce que si un certificat médical initial et que vous n'avez pas déclaré, vous êtes en tort et vous vous engagez dans une responsabilité financière et pénale. Rien de très sympathique, donc. Mais là, sur ces cas de choc psychologique, donc ce salarié sort d'un entretien qui s'est bien passé ou pas avec votre directeur, soit fait un malaise, et là on reprend sur le cas de tout à l'heure, soit va pleurer ou quelques jours plus tard, vous recevez un certificat médical où vous dites je suis en arrêt, je reviens plus, vous êtes méchant. Ou vous ne dira pas qu'il a refusé la rupture conventionnelle parce qu'ils ne vous disent pas, vous le sentez. Et là, donc, vous avez un certificat, vous savez, choc psychologique, parce que vous avez obtenu l'information, bien entendu. C'est les cas les plus difficiles, très clairement, puisque vous ne pouvez pas aller alors, sauf si vous arrivez à prouver que le choc psychologique est exclusivement lié à un problème personnel,
divorce, enfin, un truc désagréable, des décès récents, enfin. Mais malgré tout, la caisse primaire, dès lors que le salarié va lui dire oui, j'ai eu un entretien houleux avec mon employeur, et c'est fini pour les problèmes de santé personnelle. Donc, il faut absolument, bizarrement, prouver que l'entretien s'est bien passé, qu'il n'y a pas aucun problème dans le cas du travail. Donc, c'est vraiment difficile. Vraiment, c'est vraiment le cas, il faut le reconnaître, hein, je l'admets. Il vaut mieux gérer la relation RH au plus vite plutôt que d'espérer que la personne va revenir, car elle ne reviendra pas tant que vous n'avez pas solutionné le relationnel par un moyen ou un autre, aménagement de poste. Enfin, il faut trouver la solution RH à cette situation, car la personne ne partira pas en démissionnant ou ne reviendra pas avec un grand sourire. Parce que il y a une perte une relation qui s'est brisée. Si la personne a déclaré son accident du travail, il faut vraiment prendre les choses de manière sérieuse, de plein fouet, et c'est pas simple d'obtenir un refus de prise en charge, mais faites des réserves en prouvant avec des attestations sur l'honneur que la relationnelle, ça se passe bien, que s'il y a eu un entretien, il s'est déroulé sans violence, avec des relations verbales tout à fait convenables. Et ça, c'est la clé pour limiter la casse ou obtenir, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps, un refus de prise en charge parce qu'on a prouvé que l'entretien s'était bien passé et qu'il n'avait pas du tout eu l'envie de nuire à la personne et que, en fait, après, le problème, c'est que c'est psychologiquement personnel. Hein, la personne vit ou pas différemment la situation, mais il faut vraiment prouver l'absence de fait à l'origine du choc psychologique. Et c'est pas simple. Donc, mais voilà, si vous avez besoin pour ces cas comme ça, n'hésitez pas à nous interroger. On vous répondra cas pratique par cas pratique. D'accord, on va pouvoir continuer parce que ça ne s'arrête pas. Je vais vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas du coup le contrôle médical. Alors très rapidement parce que je sais qu'il y en a qui ont pas mal de rendez-vous. Du coup, le contrôle médical, c'est quoi? C'est contrôler le salarié quand il est en arrêt maladie en respectant ce qui est indiqué sur l'arrêt de travail au niveau des heures de sortie. Le médecin procède, s'il le voit, à l'examen de sa pathologie pour nous dire si l'arrêt est médicalement justifié à la date de la visite. Et pour les contrôles AT, c'est si l'accident de travail est en lien ou non avec l'accident qui a été déclaré et si il peut être si il est justifié, il peut être justifié, oui certes, mais peut-être en maladie ou en maladie professionnelle. C'est ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Et il faut pas croire, ça arrive. On a beaucoup d'exemples de contrôles d'accidents de travail qui ont été que notre médecin contrôleur nous a dit effectivement, oui, il y a une pathologie, mais c'est une maladie ou une maladie professionnelle. Donc là, du coup, il faut faire appel à un contentieux, puisque du coup, et notamment à Sophie, pour faire revoir tout ça et faire réduire la durée d'accident de travail, du coup, réduire vos taux AT-MP. Et ça, c'est hyper important pour vous. Donc là, je vous ai expliqué le contrôle. Donc, je passe très vite. Les offres, on les a dit. Pour ce qui est des questions, on va vous répondre en vous transmettant du coup ce webinaire en PDF, parce qu'il y en a beaucoup qui nous l'ont demandé. Il sera aussi à revoir sur notre chaîne YouTube Medicat Partner. Et vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous appeler pour nous poser des questions. On est là pour vous aider et pour vous conseiller aussi. Donc, tous vos cas pratiques, vous avez chacun des cas spécifiques. Oui. N'hésitez pas, on prendra le temps de détailler et de voir trouver une solution cas par cas. Très bien. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire de ce jour. Merci Sophie. Merci Karine. Merci à vous. Ce fut très intense. Oui. Bref, très intense. Et on vous remercie à tous d'avoir été présents. On ne vous oublie pas, on vous répond à vos questions le plus rapidement possible. Merci à tous. Passez une très belle journée et un très bon week-end. À bientôt.